Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être... OM, si on va droit au but. Olive, si on le connaît bien. All-in, si on le pousse à bout. Alors non, pas besoin de présenter ce talentueux chef d'entreprise, cofondateur de Price Minister en 2000, avant d'en devenir le PDG jusqu'en 2018. Non, plus besoin de présenter celui qui est désormais DG du fonds 2050, président de The Camp ou encore vice-président de France Digital, et ce depuis plusieurs années. Mais qui connaît les premiers pas isérois de ce futur HEC devenu business angel aux ailes digitales? Oui, qui connaît la trajectoire protéiforme de ce start-upper, père mais pas star, de deux garçons auxquels il souhaite avant tout transmettre? Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Olivier Mathiot. Bonjour Olivier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants. Ces deux premiers mots, Allons Enfants, ça vous inspire quoi? Ça t'inspire quoi, pardon? Oui, on peut se tutoyer, surtout quand il s'agit de parler d'enfance. Les enfants se tutoient, c'est plus simple, ils ne se posent pas la question. Écoute, j'aime beaucoup l'idée. Alors après, j'évite le syndrome d'imposture. Je ne vois pas en quoi mon enfance serait plus intéressante que l'enfance d'un autre. Donc, ça m'intéresse de traverser cette aventure exploratoire du passé et de l'influence que ça peut avoir sur le présent et le futur, tout en me disant que c'est presque une séance de psychanalyse. Voilà. Alors, tu es né le 25 janvier 1971 à Saint-Martin-d'Air. Alors, je voulais pas révéler ma date. Est-ce qu'on peut annuler ça? Parce que je suis très coquet, j'ai effacé ma date partout. Ma date de naissance. Le 25 janvier à Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble. C'était un lundi, un jour dont se souvient, bien évidemment, ta maman. Ça s'était bien passé, donc tout allait bien. Bon, c'était un garçon, à l'époque, on ne savait pas à l'avance si ça allait être un garçon ou une fille. Donc, on a découvert que c'était un garçon. Je pense que mon mari devait être encore plus content que moi que ce soit un garçon. Mais pour moi, c'était le premier enfant. Et puis voilà. J'étais encore à la fac à l'époque. Il est arrivé. On aurait peut-être pu attendre un peu plus. Bon, il était là, c'était bien. Bon, il est arrivé peut-être un peu plus tôt que ce qu'on aurait souhaité. Mais enfin, c'est tout. Je n'avais pas fini mes études. Mais c'est pas grave. Vous savez, à l'époque, c'est plus pareil maintenant. Maintenant, l'enfant, ça devient une vraie maladie, presque. Ça m'a beaucoup choqué d'ailleurs après coup. Mais à l'époque, avoir des enfants, c'était normal. Donc, on se posait pas des questions dans tous les sens. C'était normal, point. Ah, c'est étonnant d'entendre la voix de ma maman. Et je reconnais son côté très pragmatique de l'époque. Elle disait, voilà, on rencontre un garçon, on se marie, on a des enfants, on se pose pas de questions. Pourquoi tout le monde se pose autant de questions aujourd'hui sur le couple, le mariage, le divorce, avoir des enfants? Est-ce que c'est... comme si c'était devenu une question hyper culturelle, effectivement un peu compliquée qu'elle évoque entre les lignes, alors qu'il y avait une sorte de processus un peu naturel. J'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais je pense qu'effectivement, dans le fond, cette génération, en tout cas, mes parents se sont pas posé beaucoup de questions, c'est vrai. Ça s'enchaînait, voilà, il n'y avait pas de remise en cause. Aujourd'hui, il y a plus d'introspection, beaucoup plus de l'enfant roi, etc. Mais je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. En tout cas, moi, je pense quand même que je suis probablement plus complice avec mes enfants que ce qu'étaient mes parents. J'adore mes parents, évidemment, et on a beaucoup de plaisir à se voir. Et d'ailleurs, je pense que je les vois peut-être pas assez souvent, parce que le temps passe vite. Mais c'est vrai que la relation qu'on a aujourd'hui, et tous les copains un peu de la même génération, les quadras, les quinquas, etc., ils ont quand même plus de complicité, je pense, aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ou pas bien? J'en sais rien. J'ai pas le recul pour le dire, parce qu'il y a toujours la figure d'autorité ou de paternel ou de respect. Les enfants respectent moins les parents, je trouve, maintenant. Alors, ils sont plus dans l'adversité, et sauf voilà, parfois quelques parents qui font preuve d'autoritarisme. Mais aujourd'hui, l'autorité est un peu démodée, ou peut-être qu'elle va revenir. Mais bon, en tous les cas, c'est vrai qu'il y a des changements assez importants dans la relation entre les générations. Mais je pense que ce sera plus facile de les expliquer à la génération de nos enfants, quand eux seront parents. Effectivement, c'est une question qu'on évoquera un petit peu plus tard. Ton identité complète, c'est Olivier Robert André Mathiot. Robert étant ton parrain et André ton grand-père paternel. Olivier est un prénom que tes parents aimaient bien, sans faire pour autant référence à un aïeul ou à une personnalité inspirante. Pourtant, il y a un autre Olivier, né aussi à Saint-Martin-d'Air, dont on entend parler de plus en plus souvent. Tu vois de qui je veux parler? Un Olivier né à Saint-Martin-d'Air?
Alors non, tu m'as perdu. Mince, j'ai raté le QCM. Il s'agit d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Incroyable. Voilà un autre Olivier. Je savais pas où il était né. Allez, on va replanter un petit peu le décor. Olivier, tu es né donc le 25 janvier 1971, le même jour que la prise de pouvoir d'Idi Amin Dada en Ouganda, et quelques jours après une vague de froid record en France, puisque la température atteint alors les moins 35 degrés. Un mois de janvier qui voit également naître le duo Stone et Chardenne, la série télévisée Amicalement Vôtre, l'enseigne Starbucks, ou encore les 6 jours de Grenoble, course de cyclisme sur piste. Cette année-là, côté musique, John Lennon chante Imagine, tandis que Michael Jackson entame une prometteuse carrière solo. Côté cinéma, French Connection triomphe aux Oscars, alors qu'en France, le film qui cartonne en salle s'intitule Les Aristochats. Côté sport, 1971 voit Joe Frazier terrasser l'invincible Mohamed Ali au Madison Square Garden, combat de boxe considéré alors comme le combat du siècle. Enfin, cette année-là voit les États-Unis lancer Apollo 14, la 3e mission spatiale à se poser sur la Lune, la Grande-Bretagne accorder l'indépendance au Qatar et la France créer son tout premier ministère de la protection de la nature et de l'environnement, confié alors à Robert Poujade. Qu'as-tu envie de retenir de ton année de naissance, il y a tout juste un demi-siècle ? Donc c'est un panorama, c'est génial en fait ce podcast. J'apprends plein de choses sur mon année de naissance que je connaissais pas. Écoute, John Lennon, Imagine, je trouve que c'est assez dingue, c'est marrant parce que on a toujours l'impression que les Beatles, j'ai l'impression que c'est plus ancien, enfin, c'est relativement plus ancien et plus le truc de mes parents. Et donc c'est assez marrant de penser qu'un titre aussi mythique et qui est plus les Beatles pour le coup, John Lennon en solo et qu'on adore encore écouter aujourd'hui, c'était mon année de naissance que je savais pas. Et Mohamed Ali, moi, je fais un peu de boxe aussi. Pas beaucoup, parce que j'ai commencé sur le tard, mais c'est pour le cardio et l'agressivité, c'est hyper bien avec un coach très impressionnant à Marseille, qui a été lui-même champion de France. Et donc, c'est Farid, à qui je rends hommage, et qui est un super coach. Et c'est vrai que du coup, ça m'a donné envie de revoir plein de trucs. Notamment, j'ai regardé plein de matchs de Mohamed Ali sur YouTube. Et c'est vrai que le moment, enfin, il y a eu des films on le connaît par cœur, il a été très interviewé, il était aussi célèbre que John Lennon. Enfin, c'était effectivement une énorme star mondiale. Il y a plein de gens qui ont des affiches de Mohamed Ali. C'est devenu une œuvre d'art à part entière. Et donc, le moment où il commence à perdre, c'est un moment assez émouvant de basculement sportif. Et les 6 jours de Grenoble, moi, je fais pas mal de cyclisme. Donc, c'est vrai que c'est une ville très sportive. Quelques années avant ma naissance, en 68, il y avait les Jeux Olympiques à Grenoble. C'est une grande fierté là-bas parce qu'il y a eu la construction d'équipements. Bon, c'est évidemment la ville du ski, de Jean-Claude Killy, etc. Et c'est vrai que le cyclisme aussi, dans les montagnes, c'est vraiment le cyclisme à la dure, quoi. Quand on connaît tous la côte de l'Alpe d'Huez qui est mythique dans le Tour de France. Et alors, j'ai jamais fait de cyclisme sur piste, mais j'en ai fait un peu justement en montagne, dans le Vercors, la Chartreuse, à côté de Grenoble. Et c'est vrai que c'est le sport de l'effort. Et à Grenoble, il y a ce truc vraiment de la montagne, du vélo, du ski de randonnée, etc., où les gens sont très connectés à la nature et en même temps avec une courbe d'effort assez impressionnante. Alors, on va en profiter justement pour parler un peu de tes parents. Ton père, Alain Mathiot, né justement à Grenoble, premier d'une fratrie de 4, issu d'une famille d'universitaires protestants, polytechnicien et chercheur au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, un genre de géotrouve-tout, comme tu le dis, qui a travaillé dans plusieurs centres de recherche en France. Quel genre de papa était-il, ou est-il, et qu'as-tu, selon toi, hérité de lui ? Alors ça, je sais, ça va être compliqué de savoir ce que j'ai hérité de lui parce qu'il faudrait quasiment que je fasse une séance d'introspection. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un de profondément humain. Alors qu'on pourrait croire que les scientifiques sont un peu décorrélés de la réalité, sachant qu'il a travaillé sur la physique, la matière, la chimie, etc. Donc dans une forme d'abstraction, il a dirigé des laboratoires de recherche. Moi, j'ai toujours pensé, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast et ce qu'il dira, mais j'ai pensé qu'il avait peut-être une frustration ou en tout cas une sorte de schizophrénie entre progresser socialement en termes de management, y compris dans les laboratoires de recherche, parce qu'après, il est devenu directeur de département, donc il y a une dimension un peu managériale, et par rapport à une carrière plus technique et scientifique, où on est en laboratoire, où on fait des découvertes, et donc il y a la voie qui irait vraiment vers
déposer des brevets, ou pour les plus fameux, même avoir le prix Nobel ou faire des découvertes incroyables, ou alors avoir plus de responsabilités et encadrer des recherches. Il avait aussi, il a fait Polytechnique, mais il avait aussi ce qu'on appelle une thèse d'État, qui est l'équivalent aujourd'hui d'une habilitation à diriger des recherches. Donc c'est le top de l'université qui permet ensuite de donner des cours, mais aussi d'être maître de thèse, etc. Et moi, je respecte beaucoup cet aspect scientifique. Et avec le Fonds 2050, dont on parlera un peu sans doute, on se pose beaucoup la relation qu'on peut avoir entre le monde de l'entreprise et le monde de la science, et donc le monde de la recherche, le monde des laboratoires, le monde des universités. Et on pense que c'est aussi une des clés. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand il me parle de science, il a une capacité à vulgariser. Donc voilà, il y a ce côté très technique et scientifique, et évidemment le parcours, je dirais, purement académique, qui est reflété dans un curriculum vitae. Et puis il y a ce côté très humain aussi, qui fait qu'aujourd'hui, il est aussi président de SOS Amitié. Donc, c'est une association qui lutte contre la détresse et la prévention contre le suicide. C'est connu à cause du Père Noël est une ordure. Ah oui. On en rigole avec les Thierry Lhermitte et les anémones au téléphone. Mais c'est vrai que c'est des gens qui s'engagent et qui répondent au téléphone à des cas très difficiles, parfois en plein milieu de la nuit. Donc, il a fait beaucoup d'appels téléphoniques avant de s'occuper, là aussi un peu plus, comme je disais, dans sa carrière scientifique, de prendre des responsabilités un peu plus d'encadrement, puisqu'il est président de l'association au niveau national. Et donc voilà, donc c'est l'association de ces deux mondes. Et en revanche, sur un petit truc que je trouve, c'est qu'on a plus de mal, je pense, à communiquer, nous, au sein de notre famille. Ça, c'est un peu la culture protestante, ce que tu l'as évoqué. Et c'est vrai que la communication ou l'intimité qu'on peut avoir entre père-fils, et je pense que c'était pareil, lui avec son père. Et ce que j'essaye, moi, de casser, justement, dans le modèle, on parlait de la relation père-fils ou père-enfant tout à l'heure, que j'essaie de casser en retrouvant plus de complicité, avec ce que ça peut impliquer aussi de manque de distance, peut-être. Enfin, voilà, quoi. Ta maman, Magdalene, née Treuil, deuxième d'une fratrie de 4 également, née à Washington, d'un père industriel, ce qui lui a valu de vivre un peu aux 4 coins du monde, notamment à Sydney puis à Buenos Aires. Elle est issue d'une famille parisienne aristocratique. C'est une amoureuse de la littérature et des voyages. Même question, qu'est-ce que tu penses avoir hérité? En quoi tu ressemblerais à ta maman? Écoute, c'est vrai que ce côté de ma famille, c'est une famille catholique. Donc, c'était assez étonnant, un mariage dans les années 60 entre un protestant et une catholique. Aujourd'hui, tout le monde a laissé la religion assez loin derrière en termes de considération. Mais c'est pas seulement la religion au sens de la foi, c'est aussi les cultures. La culture juive, islamique, catholique, protestante, c'est des façons d'élever ses enfants. C'est plein de non-dits ou d'implicites au-delà de la religion en tant que telle. Et donc, la rencontre entre le monde catholique et le monde protestant était un peu inhabituelle. Et donc, il fallait même pratiquement que les parents se rencontrent. Et il y a un truc que m'avait raconté ma mère, qui était que mon grand-père paternel, le fameux André Mathieu, dont je porte le prénom en 3e prénom, c'était un professeur d'université, assez sérieux, toujours vu avec une cravate, jamais vu sans cravate, enfin, je pense quasiment, et qui était, quand il a rencontré les catholiques, les aristocrates, mon grand-père et ma grand-mère de ce côté-là sont comtes et comtesses, effectivement. Il les a trouvés un peu exubérants, alors que lui, il était toujours dans le monde de l'université, du droit. Il était professeur de droit public. Il a été président de Sciences Po à Grenoble aussi, et puis il était à Panthéon-Sorbonne, à Assas, etc. Donc, il a été très reconnu dans son univers, mais c'était un autre monde qu'il rencontrait, et il a imposé à mes parents de se séparer. Donc, avant ma naissance, ils se sont séparés pendant 1 an. Ils n'ont plus eu le droit de se voir. Il a dit, donc mon père était à Grenoble, il faisait sa thèse. Ma mère finissait des études à Paris. Mais en fait, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Snapchat. Et il leur a dit, voilà, vous n'avez plus le droit de vous voir. Et si jamais ça résiste, le test. Dans ce cas-là, au bout d'1 an, on pourra reparler de votre relation. Et donc, il se passait des lettres en secret par ma tante, etc. Enfin, voilà. Des histoires un peu des années 60. Et donc, je vois chez ma mère, je pense que j'ai quand même ce côté, pour répondre plus directement à ta question, assez pragmatique. On a vu, quand elle a pris la parole tout à l'heure, elle a ce petit côté, on va pas trop se poser de questions. Donc, elle avance, elle a un petit côté comme ça. Mais elle est toujours au service et à la disposition. C'est quelqu'un qui dit très souvent oui. Ça, c'est assez agréable. Et d'ailleurs, j'espère avoir pris ça d'elle. C'est quand on lui demande quelque chose, elle va plutôt dire, alors on va voir. Et puis elle rappelle, et puis elle dit, oui, alors ça, je peux le faire. Donc, elle cherche comment faire les choses et pas comment ne pas les faire. Alors, tu es l'aîné d'une fratrie de 4, ce qui est aussi un clin d'œil amusant par rapport à tes parents. Arriveront après toi une sœur, Anne, née en 1973, puis Sébastien en 1976, et enfin Paul en 1981, le petit dernier avec qui tu as 10 ans d'écart. Quel type d'enfant étais-tu et comment as-tu vécu ce rôle d'aîné? On écoute encore une fois ta maman.
Alors, comme c'était l'aîné, je pense qu'il y avait un certain poids sur ses épaules il fallait qu'il réussisse, même vis-à-vis de son grand-père. C'était l'aîné des Mathieu. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que quand il était enfant, ses amis, c'était des amis fils uniques. Je me suis souvent posé la question, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde dans la famille. Je ne sais pas. Alors, on devait lui mettre pas mal de poids sur les épaules, étant donné que c'était l'aîné. Je pense qu'on l'a quelquefois, on lui a demandé des trucs peut-être un petit peu lourds, je dirais, pour son âge, quoi. Donc, ça a peut-être aussi été un peu une source de stress. C'est intéressant cette réflexion sur les fils uniques, parce qu'effectivement, je viens de réaliser en écoutant ma mère que c'est vrai. Et encore maintenant, j'ai pas mal d'amis qui sont des fils uniques. Bon. Inconscient. Dont acte. je prends note. Je vais y réfléchir. Et après, le fait d'être un aîné, moi, je crains, hélas, de ne pas avoir été un bon aîné. J'ai toujours un peu j'ai toujours un peu, je parle du syndrome d'imposture. Je me dis toujours que j'aurais dû mieux faire ou plus faire. Qu'est-ce que doit être un aîné? Donc, je me pose la question de la posture que j'aurais dû avoir, plus aider ou plus être présent. Et après, la différence d'âge se nivelle. On est très proche, je trouve, de mes frères et sœurs. Mais j'ai un frère qui habite à Miami, qui est en train de déménager au Texas, une sœur qui habite à Montréal et qui est mariée à un super beau frère qui est lui aussi canadien. Et mon troisième frère, le plus jeune, qui a 10 ans de moins que moi, lui, il est dans la région parisienne, alors que j'habite à Marseille. Donc, on ne se voit pas tous ensemble. Donc, le lien existe et je pense qu'il n'y a plus la question de aîné, pas aîné. Mais effectivement, je suis parti, moi, assez vite, dès que j'avais 18 ans. Le bac en poche à Grenoble, je suis parti en classe préparatoire on va en parler. À Paris. Et donc, on s'est rééloigné un peu parce qu'ils sont restés un peu plus longtemps en fratrie ensemble. Mais j'ai énormément de très bons souvenirs d'enfance malgré tout. Et je ne sais pas si c'était un poids, une responsabilité, mais c'est certain, c'est un peu comme quand je dirige une entreprise ou quand je dois faire un investissement. Je me pose quand même beaucoup la question de est-ce que j'ai les compétences et donc je dois travailler le truc pour reprendre systématiquement confiance en moi. Donc, c'est pas l'humilité, c'est pas la fausse humilité, hein, c'est un truc de je me mets en fragilité et après je retravaille, je reprends. Et parfois, j'ai très confiance en moi, voire trop confiance en moi, mais j'ai souvent une phase d'alternance dans un rôle que je prends ou dans un dossier que j'étudie ou même dans une relation. Je peux me surinvestir à un moment donné pour vraiment être à la hauteur. J'ai toujours être assuré. Être à la hauteur. Qui dit enfance, dit école. Excepté quelques années passées à Manosque, du fait justement du travail de ton papa, tu as fait l'intégralité de ta scolarité à Grenoble, notamment au collège Barnave à Saint-Égrève, puis au lycée Champollion de Grenoble. Tout simplement, quel type d'élève étais-tu ? Écoute, tu es tellement bien documenté que j'ai sanglots, moi, d'émotion en prenant la parole et en essayant de répondre à tes très bonnes questions. Écoute, moi, l'élève... J'étais quand même plutôt un bon élève, pour être clair. J'étais pas le cancre assis au fond de la classe. Mais je voulais pas avoir le statut de bon élève non plus. Parce que je trouvais que c'était quand même bien d'être avec les cools. Et donc, je faisais pas mal de sport à côté. J'ai fait du rugby, des trucs à côté, etc. Et j'étais pas mauvais en sport et j'aimais beaucoup ça. Donc, et je crois encore essayer de garder cet équilibre un peu entre beaucoup travailler et aussi beaucoup me préoccuper du lien social des amis et m'amuser à côté, que ce soit sportivement ou sortir, etc. Et donc, j'ai cette préoccupation de bien maintenir l'équilibre. Et quand je sens que le balancier va trop dans un sens, que je travaille plus assez ou si je travaille trop, du coup, j'essaie de rééquilibrer ça en permanence. Et donc, c'était un peu le cas. Mais c'est vrai que j'ai eu la fierté quand on passait le brevet des collèges. Je crois qu'il le passe encore. Je sais plus comment on appelle ça. En fin de troisième. Et j'ai été le major de mon collège. J'étais le meilleur du collège. J'avais quand même envie de réussir comme ça. Bon, major d'un collège, c'est pas grand-chose. Hein, mais c'est juste qu'à l'époque, je devais avoir 15 ans. J'ai eu une sorte de petite bouffée de fierté. Je suis passé ensuite au lycée Champollion, où là, on passait de Saint-Égrève, qui est une petite ville sur la route de Lyon, à 7 km de Grenoble, et j'allais à Champollion. J'allais parfois en bus avec ma petite mobilette, qui était une moto-bécane de l'époque. Donc c'était mon premier sentiment de liberté d'aller au lycée à la grande ville, c'est juste à quelques kilomètres. Et, tout est relatif. Ouais, c'est relatif. Mais bon, quand tu pars d'un petit univers, forcément, ouais. D'un seul coup, tu vas au truc, et puis après la capitale, puis après le monde, et ensuite Houston et la Lune. Disons que mes années lycée, j'ai très bons souvenirs de mes années lycée, en réalité. J'ai trouvé assez cool mes années de terminale. J'avais quand même plutôt des bonnes notes. Je devais travailler un petit peu. Je savais qu'il fallait que je travaille bien mes dossiers au sens scolaire pour pouvoir être pris ensuite dans une classe préparatoire. Enfin, je savais pas forcément ce que c'était très jeune, mais quand j'ai compris les mécanismes dans lesquels il fallait s'insérer pour pouvoir être sélectionné dans un grand lycée parisien. Donc, j'ai placé mon effort, ou ce que j'appelle ma chance. J'ai une théorie, moi, sur la chance, c'est que ça tombe pas par hasard. Il faut attraper les trains, monter dans les trains, saisir sa chance
pour pas travailler tout le temps parfaitement, mais au bon moment faire le nécessaire pour pouvoir être admis, accepté. C'est pareil dans le business, de temps en temps, il faut gagner un dossier, de temps en temps, etc. Donc, c'est un moment d'effort très pointu, mais en revanche, je suis beaucoup plus dans le sprint que dans le marathon. La théorie du 2e trimestre, mais on va en reparler bientôt. Mais alors, c'est incroyable cette documentation-là. On aime bien faire un petit cadeau dans Allons enfants à notre invité. Donc, et je l'ouvre là, tu l'ouvres devant le micro, et si tu veux bien nous le décrire. Oh là là, il y a un beau papier cadeau avec de la peinture d'or. Oh, excellent. Ça, c'est des souvenirs. C'est vrai que j'ai pas osé en parler, mais du coup, je suis obligé maintenant, puisque c'est un cadeau. Donc, c'est Avancées Donjons et Dragons. C'est vrai que j'ai dans l'équilibre que je décrivais, donc Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle, enfin c'est un peu le jeu de rôle mythique qui a donné lieu ensuite à toute une série de déclinaisons dans plein de jeux de rôle. Et je sais pas s'il y a encore des jeunes qui jouent aux jeux de rôle parce que tout est un peu dématérialisé, mais c'était le fait de se mettre autour d'une table et de se projeter dans des univers. Et c'était assez marrant parce que pour tout dire, on se retrouvait avec des copains c'était plus les années, 3e, seconde, première. Il y a des moments où on se buvait quelques bières, j'ai dû fumer mes premiers joints comme ça, on n'a pas le droit de le dire peut-être au micro, mais c'était le truc un peu transgressif et en même temps un truc assez raisonnable parce que c'est pas des grosses sorties toute la nuit en boîte de nuit, c'est un truc entre nous. Il y a des moments où on rentrait dans le lycée Champollion, on allait à l'internat de nuit, mais voilà. En franchissant le mur. Donc on faisait des trucs un peu transgressifs en se cachant du gardien et tout. Rentrer dans le lycée, c'est assez étonnant la nuit. C'est ce que j'allais te dire. Généralement, on fait le mur pour quitter l'école. Toi, tu faisais le mur pour rentrer. Ouais, parce qu'on allait dans les internes. Il y a des internes à Champollion, enfin dans quelques grands lycées comme ça. Il y a des chambres d'internat et on occupait des salles de classe et on faisait ces parties où c'est pas mal à base de dés, d'imagination, de fiches, de crayons papier, etc. C'est assez marrant. Mais il y en a qui sont dans des univers de science-fiction, d'autres dans des univers réalistes, et certains dans des univers héroïques fantasy. Et quand on voit le succès de séries comme Game of Thrones, le Trône de Fer, c'est un peu inspiré aussi de ces trucs qui mélangent ce qu'on appelle l'héroïque fantasy, le médiéval, etc. Et donc, c'est des univers assez sympas. Et je trouvais assez cool, moi, d'être un peu dans cet univers-là. Il y en a qui étaient beaucoup plus que moi, mais j'y allais régulièrement. Faire du sport à côté, être à l'école et puis de temps en temps faire des gros stuff comme je fais encore aujourd'hui dans le côté très, très ado que je demeure même à 50 ans. T'es à ce moment-là en pleine... Merci beaucoup pour le cadeau, pardon. Non, ça nous fait plaisir, évidemment. T'es en pleine adolescence à ce moment-là et parmi tes héros, il y a peut-être celui-ci, tiens. Ouais, c'est la boxe aussi. Non, mais moi, c'est vrai que par ailleurs, je trouve que les films de boxe, moi, je suis assez cinéphile. Je suis pas le plus grand des cinéphiles, mais on regarde beaucoup de films. C'est une passion que je partage aussi avec ma femme. Et quand j'étais gamin, j'allais même au collège, etc. J'allais même au cinéma tout seul. Ça m'est arrivé de participer aux émissions au téléphone, de radio pour gagner des places de cinéma. Je répondais aux questions. J'adorais le cinéma. Enfin, j'adore toujours le cinéma, mais ça s'est rééquilibré. Et c'est vrai que les films de boxe, c'est une catégorie dans le cinéma hollywoodien qui est assez à part. Il y avait, comme on a les films de gangsters, les westerns, le film de boxe, en général, c'est des films qui jouent sur l'ascension sociale, partir d'un quartier comme Rocky Balboa à Philadelphie. Mais enfin, en général, il y a toujours cette histoire un peu mythologique et fondatrice de partir d'un endroit un peu difficile et d'y arriver par l'effort, le sport, etc. Et puis ensuite, se retrouver confronté au monde de l'argent, avec les paris et tout ça. Et puis en général, dans le film classique de boxe des années 30 aux années 2020, il y a à un moment donné un type qui va demander à un autre de se coucher ou de perdre. Et du coup, il y a le dilemme moral hyper important qu'on peut retrouver dans l'univers des startups après, qui est de se dire, est-ce que je fais ça j'ai envie de gagner, mais est-ce que je vais perdre parce que du coup, je vais gagner de l'argent. J'obéis aussi à la mafia, ou ceux qui me mettent de la pression, le monde de l'argent, sinon ils vont me casser les mains. Ce qui est aussi le classique du film de boxe, et si on te casse les mains, tu peux plus boxer. Et tu as cette responsabilité ensuite de nourrir ta famille, etc. Donc quels sont les choix que tu fais entre la pureté de ton engagement, le sport par exemple, et celui de devoir gagner de l'argent et d'avoir la responsabilité de sa famille. Et donc je me retrouve, c'est hyper prétentieux et c'est super bizarre comme parallèle, mais j'adore les questions d'ascenseur social qui sont portées, de l'effort qui est né là-dedans, qui naît dans ce type de film et puis dans plein de littérature aussi. Et j'ai une fascination pour les choix qu'il faut faire, qui sont de l'ordre parfois moral. Et après, quand on crée une entreprise ou une start-up, même quand on crée un groupe de rock,
je pense qu'on peut se poser cette question. À un moment donné, on va s'entraîner et répéter, guitare, batterie, etc. Et puis, on a quand même envie à un moment donné de produire son truc. Donc, est-ce qu'on va faire des compromis avec la musique qu'on aime pour avoir un peu plus de succès? Et si un producteur arrive et te dit, oui, bah, c'est génial. En revanche, ton batteur, il est pas top. Donc, moi, je vous produis, mais il faut virer le batteur. Mais si c'est ton ami d'enfance, qu'est-ce que tu fais? Donc, à quel moment tu prends ce genre de décision aussi importante? Et il y en a plein dans l'univers des startups. Tu veux changer le monde. Tu as des investisseurs qui arrivent. Il faut faire des compromis. Il faut que ça marche. Donc, est-ce que en anglais, on dit stick to the mission. Est-ce que tu restes collé à ta mission ou est-ce que tu fais des compromis? La question se pose dans plein de domaines. Exactement, on est bien d'accord. Pour revenir juste au-delà de Stallone et de ce Rocky, est-ce que tu pourrais dire qui étaient justement tes modèles quand tu étais enfant, ado? Est-ce que tu as eu des modèles, des gens que tu admirais dans le domaine ou perso, privé, ou justement plus dans des incarnations de personnalités connues? Écoute, j'ai réalisé que j'avais pas vraiment de modèle. J'ai souvent pensé, parce que parfois on se pose la question même entre amis ou comme ça. J'ai pas forcément de modèle. Par exemple, évidemment, comme j'ai beaucoup évolué dans le monde entrepreneurial depuis une vingtaine d'années, je vois qu'il y a des entrepreneurs qui sont incroyables, mais ils ont toujours aussi une part d'ombre et je ne trouve pas forcément des modèles. Si on analyse un peu la vie de Steve Jobs, on dit que c'est incroyable ce qu'il a fait plusieurs fois, des retournements, des trucs. Mais en même temps, c'était aussi un tyran, il y a des ambiguïtés. Et puis bon, je vais pas tous les citer. Enfin voilà, dans les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos ou les Elon Musk, dont on parle beaucoup en ce moment, on voit bien qu'ils sont tous un peu barrés aussi. Après, moi, j'aime bien j'aime bien les personnes qui arrivent à avoir aussi une vie artistique en plus d'une vie successful au sens business ou qui arrivent à trouver des équilibres comme ça. Mais je suis plus inspiré, peut-être même presque par des personnages de romans. J'ai souvent dit que j'adorais Bel-Ami, l'histoire de Maupassant. Mais bon, ce type de... comme les illusions perdues aussi de Balzac, on voit un peu au 19e siècle. Là aussi, cette question un peu d'ascenseur social. C'est un peu comme le boxeur évoqué tout à l'heure, que ce soit Rocky Balboa ou Mohamed Ali, etc. C'est aussi le gars qui vient de province, un peu mon cas, quoi, et qui arrive à Paris. Cette expression « monter à la capitale », c'est un peu une sorte d'ascenseur social, notamment dans un pays très centralisé où les sièges sociaux, les gouvernements sont un peu comme à Londres. On a une forte centralisation en France, on va pas s'étendre là-dessus, mais du coup, on sent qu'il faut monter à la capitale, soit au moment des études, soit plus tard. On n'est pas obligé, mais c'est une sorte de, là aussi, de mythologie fondatrice de la nation républicaine, française, etc. Et donc, ces personnages-là, je les trouve hyper intéressants parce qu'ils existent dans la littérature et donc je pense qu'ils sont un peu en chacun de nous. C'est-à-dire, voilà, de comment est-ce qu'on réussit entre travailler à l'école, entreprendre, parfois être un peu cynique. Et du coup, j'ai même contribué, alors pour l'instant, c'est pas sorti, ça sortira peut-être, mais à l'écriture d'un scénario qui reprend ces thèmes-là, en fait. Alors, dans l'univers des startups, c'est celui que je connaissais bien, mais qui croise un peu tout ce qu'on se dit là, créer un groupe de rock ou faire de la boxe ou écrire un scénario, c'est comme monter une startup dans un garage. Ce qui fait partie aussi de la fondation de... Là encore, de mythologie, j'emploie beaucoup le terme de mythologie, mais des mythes fondateurs importants. Et là, dans la Silicon Valley, on peut voir le garage où Hewlett et Packard ont créé Hewlett-Packard après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un peu comme on parle de garage band, enfin de faire du rock dans un garage avant d'essayer de passer dans des vraies salles de spectacle. Bah, les start-upers, il y a ce côté un peu bidouilleur. Je monte mon ordinateur, je suis un peu geek, et puis je vais faire un truc. Et puis, si ça devient Apple, c'est 2000 milliards de dollars. Et c'est un truc un peu de ouf. Et donc, ce côté rêve qui commence dans un garage, je trouve que c'est très intéressant. On a voulu en faire un scénario qui s'inspirait un peu de Bel-Ami ou de ce genre de truc qui fait qu'à un moment donné, tu veux vouloir changer le monde, tu veux monter la capitale, faire des études, mais pas devenir salarié, pas être juste un yes man ou une yes woman. Et donc, c'est des ressorts que je trouve hyper intéressants. Et donc, on a écrit avec des scénaristes et un producteur, mais pour l'instant, on a travaillé avec le groupe AB Productions, et donc ça c'était sympa. C'était avant le Covid. On n'a pas trouvé les chaînes de télé pour l'acheter parce que souvent les chaînes de télé ou les diffuseurs ou les plateformes ont moins envie de montrer l'entreprise. Là, ça montrerait l'entreprise. Et on a moins envie de montrer l'entreprise, quel que soit l'intérêt de l'histoire. Enfin, en dehors des cabinets d'avocats, il y a des sortes de clichés comme ça ou de styles qui existent en série ou au cinéma, de type le commissariat de police, le cabinet d'avocats ou le service des urgences. Mais montrer l'entreprise plus classique ou start-up, ils trouvent que c'est pas assez peut-être visuel, alors que je pense qu'il faut peut-être qu'on continue de le travailler. J'ai un peu moins de temps en ce moment, mais qu'il y a des ressorts humains d'ambition, de vision. Il y a des gens qui sont très cyniques, il y a des trahisons. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un super roman, ce qui est le cas des Balzac ou des Maupassant, qui l'ont fait à travers les médias, ce qui est le cas de Bel-Ami, à travers la presse. Et je trouve que la nouvelle zone d'influence qui était la presse, peut-être dans les 19e siècle et début du 20e siècle, c'est beaucoup maintenant dans le digital.
Alors pour revenir à ta situation d'époque, tu obtiens ton bac donc à Grenoble, au lycée Champollion, avant d'intégrer une classe prépa à Louis-le-Grand, à Paris. Ce passage à Louis-le-Grand, l'esprit prépa, la concurrence, l'élitisme, et comme tu le dis, de surcroît en montant à la capitale, c'est un moment assez déterminant, j'imagine aussi dans ta construction. Oui, c'est partir de sa famille, prendre le train, s'installer à Paris. Donc c'est des moments assez structurants, à la fois un peu d'excitation autour de l'autonomie, et puis un peu comme toujours, je me pose cette question récurrente, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est-à-dire être à la hauteur, pas sur le fait de vivre à Paris, mais d'intégrer un des meilleurs lycées parisiens. Et là, je me retrouve avec que des gens hyper câblés, structurés, et parfois même dans les grands lycées parisiens, dès la première et la terminale, ils apprennent des méthodes de travail. Certains sont même supérieurement intelligents, mais tous sont très structurés en tous les cas. Là, il y a un vrai décalage province-Paris. Là, je me suis retrouvé, j'ai comme si j'avais pris une accélération. On parle de G, là, quand on se prend une accélération, tu as le sang qui sort de la tête et tu tombes dans les pommes. Et c'est vrai que le premier trimestre où je me suis retrouvé seul à Paris, à la fin du truc, j'étais un peu dépressif, quoi. J'avais en plus une fiancée qui était en prépa, elle aussi, mais à Lyon. Donc on était séparés, loin des yeux, loin du cœur. C'était tendu. Et moi, dans ce cas-là, je suis très, comme on dit dans le monde entrepreneurial, focus. Je me concentre sur mon objectif et je me suis dit, mince, je vais pas y arriver, ils sont trop forts. Il y a des moments d'humiliation en classe préparatoire quand t'es pas à la hauteur. Donc il y a une question plus de se forger le caractère, d'apprendre des méthodes avant même d'apprendre le contenu académique au sens propre du terme. Et puis à un moment donné, j'ai changé un peu mon état d'esprit. D'ailleurs, je me rappelle d'une lettre très émouvante que m'avait envoyée mon père, parce qu'il a senti que j'étais un peu en bad, comme on dirait. Lui-même, il avait été passé par Louis-le-Grand en classe prépa scientifique. Et donc, il était à Grenoble, moi à Paris. Il m'a écrit une lettre où il me parle un peu de l'automne à Paris, etc. Et si j'en parle trop, je vais même avoir des larmes. Là, je pense que c'est assez sympa le moment où t'as des gens qui te soutiennent un peu moralement. Bon, après, tu sais quand même qu'il faut y arriver, quoi. Donc, ça peut pas préparer un concours, c'est quand même, on peut travailler un peu en équipe, mais il y a un côté quand même un peu solitaire des efforts à fournir. Et donc, finalement, j'ai réussi, mais je dois reconnaître que j'ai pas réussi, j'ai pas arrivé, et puis c'était facile, quoi. J'en ai bavé au moins pendant quelques mois, quoi. Tu obtiens finalement le concours d'entrée à HEC après 2 années de prépa. Là, c'est l'expérience de Jouy en Josas, le campus. On est au début des années 90. Ce passage à HEC, tu en gardes quoi? En fait, tous les gens qui sont passés par des prépas, qu'elles soient scientifiques ou commerciales ou littéraires, ils ont un peu un moment de libération où on se retrouve un peu dans des entre-soi. Il y a une vie de campus à HEC en particulier où il y a plein d'associations sportives ou autres. On dort sur place, on est un peu dans un campus à l'américaine. Donc c'est un moment assez libératoire. C'est le moment où moi je prends un emprunt étudiant, pas pour payer mes études, mais pour me payer une voiture. Parce que c'était aussi le truc vraiment du début de l'autonomie. Parce que quand j'étais en prépa, je profitais pas vraiment de Paris. On en a eu quelques soirées sympas, mais globalement j'étais surtout dans le RER entre ma chambre et le lycée. Et une fois que tu as plus de temps, là, je restais pas tout le temps sur le campus. J'avais aussi envie, en tant que provincial, de prendre, c'était ma Super 5 GT. Et du coup, je partais sur la N78 pour rejoindre Paris et aussi, profiter un peu de cette vie parisienne. Et on se fait des très bons copains. Et d'ailleurs, on croit que on parle d'école de business school, école de management. Mais il y a plein de gens aussi assez intello qui adorent le cinéma. Moi, j'ai fait des options cinéma à côté, toujours mon côté un peu cinéphile pour prendre des cours sur le cinéma, mais aussi des cours pour réaliser un court-métrage, des trucs qui sont un peu en dehors de faire de la compta, de la finance et du marketing, qui sont le socle, évidemment, des écoles de management. Le seul truc que j'ai regretté, c'est que j'ai pas fait d'échange international, ce qu'aujourd'hui tous les jeunes font. Et je suis pas parti à l'international à ce moment-là, alors qu'ils commençaient à mettre en place des échanges avec l'université anglophone, etc. C'était mon seul petit regret où j'ai pas assez vite compris que l'intérêt de l'international ou l'importance, ce qui aujourd'hui est une sorte d'évidence, y compris pour mes propres enfants adolescents. Alors, tu vas ensuite effectuer ton service militaire. Ça aussi, c'est quelque chose dans la marine. Un petit peu d'un autre temps. Une aventure que tu vas d'ailleurs partager, notamment avec Vincent Léora, lui aussi fraîchement sorti d'HEC. Et, absolument, il est la même promo. Voilà, qui est encore ton ami aujourd'hui. On l'écoute. On a fait notre service dans la marine, donc on était élève officier de réserve. Donc on était parti pour 15 mois et on avait 3 mois de classe à Brest, au centre d'instruction navale.
en réalité démarré notre amitié à ce moment-là. Le fait de se retrouver ensemble à Brest, à courir, à faire des pompes et à apprendre les panneaux de signalisation en mer et les missions de la Marine nationale dans nos différents cours, on a approfondi notre relation. C'était intéressant parce que, au-delà de ce qu'on pouvait faire, c'était inscrit en licence de philo. Et moi, je m'étais inscrit en licence de lettres. Parce qu'on pouvait, avec le diplôme d'HEC, avoir des équivalences en université. Et on s'est pas mal retrouvé sur ces dimensions-là. Et ça a été en réalité un moment d'échange plus privilégié qu'avant lorsqu'on était étudiants ensemble au milieu de nos différentes bandes. Voilà, c'est comme ça que je pourrais qualifier la rencontre avec Olivier. J'ai découvert quelqu'un de très fin, vraiment très intelligent, hyper sympa, drôle. J'ai vraiment aimé Olivier à ce moment-là, en fait. Et il est sympa, Vincent, et je réalise qu'on se voit pas assez, en fait. C'est le truc. Bon, en plus, il y a eu le Covid, et puis j'ai déménagé à Marseille, mais je reviens plus à Paris, donc je vais le rappeler pour le remercier de ce témoignage sympa. Et c'est vrai que quand on est HEC, chacun vient de prépas différentes. Il y a après des affinités qui se créent aussi à travers des activités autres, comme le sport, etc. Et donc, on se croisait sans vraiment se connaître. Et c'est vrai que quelques-uns ont choisi de pas faire le service militaire, mais d'autres ont choisi de le faire. Et tous les deux, on s'était retrouvés effectivement au centre d'instruction navale de Brest. Ça, c'était assez sympa. J'aurais pas repensé vraiment à cet aspect-là dans le calendrier de notre amitié. Et puis après, il se trouve qu'on a aussi tous les deux choisi de travailler dans la publicité, dans des agences différentes. Moi, j'étais dans une agence CLM BBDO qui est là, ça, suite à la crise, a disparu maintenant du paysage. Et lui, il était passé par DDB, Publicis. Et puis à un moment donné, il m'a dit, tiens, il cherche quelqu'un chez DDB. On s'est retrouvés tous les deux dans l'agence DDB, qui était mon dernier job salarié avant qu'on crée Price Minister au début des années 2000. Et donc, c'était sympa. Et puis après, on est resté en contact. Et en plus, moi, j'avais passé mon permis moto il y a très longtemps. Il a passé son permis moto, lui, un peu plus sur le tard. Il est devenu moi, j'ai une Harley Davidson. Lui, il est passé en BMW. Donc, je me moquais un peu de ceux qui avaient des BMW. C'est le moto à la papa. Mais on s'est fait un ou deux voyages aussi entre copains. Voyage de motard, tu vois, on va sur la route des vins en Bourgogne, et ils en ont refait d'autres. Et j'ai vu leurs photos sur Instagram. Je me suis dit, mince, il faut que je me refasse des trucs de moto entre potes. Eh ben tiens, tu tombes bien. Je crois qu'il a une petite question pour toi. Ça fait très longtemps maintenant qu'on doit se faire ce week-end moto, donc il faut qu'il nous donne ses dates rapidement. Voilà, on l'attend avec la vieille Honda de son père ou tout autre véhicule à deux roues. Eh ben, ouais, il faut qu'on prenne le rendez-vous, Vincent. Et c'est vrai que c'est des moments hyper sympas parce que quand tu es en moto, tu fais des longues traversées. Je l'ai fait seul aussi. J'ai fait un Tour de France seul en moto à un moment donné où j'avais besoin un petit peu de réfléchir et en même temps, je trouvais que c'était différents points. Et tu es vraiment seul pour le coup. Tu peux même pas d'autoradio. Enfin, il y a des possibilités pour mettre de la musique si on veut, mais globalement, et t'as le vent, t'as le truc, ce côté un peu là aussi comme dans les road movies à l'américaine ou les Easy Rider. Puis après les moments où on se retrouve le soir ou lors des repas, etc. Mais c'est des moments. J'ai refait ça avec d'autres amis, pas en moto. Il y a pile un an, en début d'année, on est parti faire l'ascension du Kilimandjaro avec un petit groupe d'amis, avec deux amis. J'ai retrouvé ce truc qui fait que pendant très très long, on a un effort assez long. C'est assez fatigant la moto. Bon, la randonnée, tout le monde le sait, mais la moto, c'est assez fatigant quand on fait plusieurs kilomètres. On a les vents, les moucherons, etc. Et le Kilimandjaro, c'est haut, on a un peu mal à la tête, etc. Et pendant très longtemps, on se parle en marchant, mais il y a des moments un peu introspectifs où du coup, on réfléchit, puis on se retrouve à 4000 mètres à rediscuter. Et donc, c'est des moments d'amitié. Et pour moi, j'ai réalisé que un peu plus tard, que l'amitié était très importante. Il y a des gens qu'on ne revoit pas très souvent, mais quand l'amitié est là, même quand on se revoit, on a de la sincérité, de la transparence. On se dit très vite des choses assez fortes qui maintiennent les liens. Et c'est des moments où les preuves d'amitié, c'est des moments où on peut faire des choses ensemble. Ça, je trouve ça très, très bien, que ce soit de la moto, de la randonnée, du sport, etc. Et qui font que parfois même les longs silences ne sont pas gênants. Et ça, je trouve que ça qualifie assez bien la vraie amitié aussi, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de se parler, mais on est content d'être ensemble. Alors, à ce moment-là, comme tu l'as dit justement, c'est le début des aventures professionnelles. Et là, tu vas quand même t'essayer justement à la pub, mais aussi au journalisme, avec notamment des stages du côté de France Antilles ou de Prisma Presse. Qu'est-ce que tu as gardé de ces premières expériences professionnelles et puis pourquoi finalement tu as changé ? J'avais un intérêt pour l'objet communication, ce qui est le point commun entre les médias et la publicité, où il y a à la fois de la créativité, du fond et de la forme. Et donc, ça m'a passionné. Tout ça continue de me passionner parce que ce sont des objets sociologiques et en même temps, c'est une matière et un marché économique qui se cherchent.
en termes de ce qu'on appelle de modèle économique. C'est quand même la crise dans les médias. Et la publicité a aussi beaucoup souffert de la numérisation, même si elle rebondit, parce qu'il y a toujours beaucoup de publicité sur le numérique, mais il faut retrouver des zones de créativité, au-delà du traitement de la data, parce que, bon, évidemment, avec mes années Price Minister, e-commerce, Business Angel, j'ai beaucoup regardé les questions de data, donc ça c'est de la techno et autres, mais il y a une dimension en plus dans la communication qui n'est pas juste de l'information. L'information, c'est de la data ou des faits ou des chiffres, et la communication, c'est le petit supplément qui fait passer le message différemment et qui va éventuellement raconter une histoire, on parle de storytelling, ou faire vibrer une corde qui peut être celle de l'émotion. Et quand je suis passé du côté entrepreneur, je me posais la question de est-ce que je ne montrais pas ma propre agence de publicité? C'était ma première réflexion entrepreneuriale en me disant je vois des choses différentes à faire et en m'associant aux bonnes personnes, pourquoi ne pas créer ma propre agence de publicité? Et puis finalement, j'ai eu l'opportunité de Price Minister et je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir créer ma propre marque. Donc rester aussi dans un univers que j'aime bien, qui est de comment est-ce qu'on touche les gens, comment on donne du sens à travers des objets de communication, de l'identité de marque, etc. Mais au lieu de conseiller des marques, ce que tu fais quand tu es publicitaire, au lieu d'en parler éventuellement dans les médias, tu dis, je vais faire quoi. Alors, cette aventure Price Minister, c'est évidemment le point d'orgue de ta jeune carrière. C'est un moment dont nous reparle justement Vincent. En 2000, je crois, si je me souviens bien. Il me dit, il y a mon cousin qui a lancé une boîte, là, je suis quand même attiré. Moi, j'étais des trucs à moitié prix, je tentais. C'est vrai que sur le papier, c'était quand même assez aventureux. Je dis, donc, ça a l'air vachement intéressant, c'est ton cousin, ouais, un cousin, un associé. L'idée, ça serait de me lancer dans l'aventure avec eux. Ils ont commencé, ça peut être intéressant. Et il s'est lancé là-dedans. Et il fallait du courage pour le faire. C'était vraiment pas gagné, hein. Il s'est dit, en fait, je regretterais toute ma vie de pas l'avoir fait, donc quelle que soit l'issue, est-ce que je risque, au final, vivre une aventure qui peut peut-être être un succès. Et si ça n'en est pas un, j'aurais appris beaucoup de choses. Et il est parti chez Price Minister rejoindre son cousin. Voilà. Il est sympa, Vincent, il dit plein de trucs positifs. Je le remercierai aussi de vive voix, mais faut savoir que c'est un type aussi ultra brillant lui-même et qui est devenu grand patron d'agence de publicité dans les années aujourd'hui. Ouais, donc très très successful dans cet univers-là. Et par ailleurs, avec une dimension, comme il a dit, aussi assez intellectuelle. Donc il analyse les choses, même qu'on voit bien quand il en parle là, il a une réflexion vraiment assez analytique. Il lit beaucoup, ce qui mérite d'être signalé, parce que voilà, c'est ce que je disais à travers HEC ou dans certains métiers. On peut faire conduire des affaires, diriger des entreprises et continuer à avoir quand même une véritable épaisseur intellectuelle, ce qui est le cas de Vincent Léora. Donc, merci, mon copain. Et effectivement, à un moment donné, je me suis dit, je prends pas un énorme risque, en fait, à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, pour être tout à fait honnête, le cousin dont il est question là, c'est Pierre Kosciusko-Morizet. Donc, c'est le côté de ma famille aristocratique dont on parlait tout à l'heure, avec le grand-père et la grand-mère, comte et comtesse, et voilà, nos deux mères sont sœurs. Mais on n'est pas de la même génération, donc on n'était pas forcément très proches, comme dans les familles. S'il y a des cousins, on connaît ceux qui sont nés la même année ou proches, et ensuite, il y a un peu des ruptures, donc on s'est retrouvés plus tard. Et il m'avait juste demandé ce que je pensais de son idée, pour avoir un regard marketing, étant donné ma carrière publicitaire de cette époque. Et je lui avais dit, t'as pas juste besoin d'un conseil, t'as probablement besoin d'un associé directeur marketing. Et donc là, il m'a dit, écoute, ça tombe bien, on doit trouver un directeur marketing, et c'est ma mission, entre autres, avec mes autres associés. En revanche, comme on est cousins, je peux pas juste dire j'ai trouvé mon cousin, il faut que tu les convaincs, les autres associés, parce qu'ils ont évidemment des parts du capital, et donc il m'a fait rencontrer individuellement chacun des associés. J'avais hyper envie, là aussi, d'être à la hauteur, toujours, de les convaincre, de dire il faut pas que je sois imposé, il faut vraiment qu'ils aient envie de travailler avec moi. Et c'était génial, parce que du coup, on s'est retrouvés pendant plus de 10 ans, tous ensemble, sans jamais se séparer, je dirais, les associés. Ce qui est aussi une partie de l'entrepreneuriat, c'est une aventure très, très humaine, de confiance. Parfois, on se frite, mais parfois, on rigole bien. Et surtout, on se répartit les choses de manière à ce que ça fonctionne, que ce soit équilibré. L'aventure humaine, l'aventure financière, l'aventure commerciale, l'aventure technique, etc. Du coup, Price Minister, c'est une aventure que tu vas accompagner même bien au-delà du rachat du groupe par le géant japonais Rakuten en 2010, moyennant la coquette somme de 200 millions d'euros. Tu vas même en être le PDG de 2014 à 2018, mais parallèlement, tu vas mener de front ou successivement bien d'autres projets dont j'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant ensemble, puisque c'est aussi le deuxième thème qu'on aime bien dans Allons enfants, à savoir la transmission. Des pigeons en 2012 au fond
2050 aujourd'hui, tout en passant par France Digital et The Camp. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ces projets et surtout nous expliquer en quoi la transmission, effectivement, fait partie des choses qui comptent pour toi? Pas facile. Hein. Non, c'est pas facile, mais je dois dire que ta question est très subtile, parce que le terme de transmission est un point très important chez moi, effectivement. Évidemment, on va le retrouver au sens de la famille, mais après, la transmission, c'est plusieurs choses. Je pense que en participant à l'aventure France Digital, après Price Minister, on avait revendu Price Minister, mais j'étais encore après au sein du groupe Rakuten, et là, on a créé France Digital. J'étais pas dans les fondateurs, mais je les ai rejoints assez vite, et j'ai été le coprésident aux côtés de Marie Eklund, qui aujourd'hui est mon associé dans le fonds d'investissement 2050. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et il y avait plusieurs investisseurs, ce qu'on est des fonds de capital risque qui étaient dans le tour de table. Et France Digital, c'est une association, loi 1901, c'est non lucratif. Et il y avait l'idée de redonner à l'écosystème numérique un peu de chacun de son expérience, gratuitement, mais en pensant qu'en gros, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. C'est-à-dire qu'en mutualisant nos forces, on arrive à faire basculer des façons de penser, mais également ce qu'on appelle parfois le lobbying. Hein, donc c'est de l'influence au sens intelligent du terme, puisqu'il s'agit de faire évoluer le cadre législatif, le cadre politique, pour favoriser la création d'entreprises, la croissance d'entreprises, le recrutement de salariés, le financement, la fiscalité qui l'accompagne, etc. Donc ça peut être assez technique, mais la technique et le droit sont les reflets de notre façon de penser, de notre culture commune. Donc c'est un héritage. Avant nous, il y a eu la Révolution industrielle, il y a eu les 30 Glorieuses, il y a eu d'autres façons de penser. Et ces façons de penser ont amené un arsenal de lois, un arsenal aussi éducatif, des programmes scolaires. Enfin, tout ça, c'est un tout assez cohérent. C'est ce qu'on appelle systémique. Et donc, si on veut le faire évoluer parce que le monde a changé, eh ben, il faut faire évoluer chacun des points qui composent cette nébuleuse qui est très complexe. Et c'était aussi le rôle de France Digital, c'est apprendre à travailler ensemble, apprendre à construire un écosystème et donc retransmettre à la génération qui suit les difficultés auxquelles on avait pu être confrontés, et en proposant des solutions. Et ce que j'ai retrouvé aussi en étant business angel, parce que les Américains parlent beaucoup de give back. On a gagné de l'argent, on a revendu Rakuten, et il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont, après des introductions en bourse, des reventes à des industriels, qui ont gagné de l'argent. Beaucoup, quand même, deviennent business angel. D'abord, parce qu'évidemment, ils sont un peu aiguisés. Donc, ils disent, en plaçant de l'argent, je vais quand même choisir les bons dossiers. Donc, je vais pouvoir gagner encore plus d'argent. Mais c'est pas juste de l'argent pour gagner de l'argent. C'est aussi de l'argent dans des dossiers. C'est pas cotés en bourse. C'est des personnes qu'on rencontre, des dossiers qui commencent petits pour devenir grands, avec beaucoup de rêves et d'espoir. Il y en a beaucoup qui se plantent. Hein. Le taux de réussite est faible et le taux de mortalité est élevé. Mais quand ça marche, financièrement, ça peut faire x10, x16, x15, etc. Et quand ça marche pas, ça fait 0. Donc, il faut en faire plusieurs aussi, parce qu'il y a une question d'équilibre. Et donc, avoir du temps pour la dimension humaine, parce que quand on en fait plusieurs, c'est rationnel sur le plan financier, mais c'est beaucoup de temps à passer ensuite avec chacun pour rencontrer des CEO, les PDG, les entrepreneurs. Mais donc, il y a une dimension de leur redonner, de give back. C'est pas juste de give back argent, c'est give back expérience donnée à nouveau. Et The Camp, c'est fait. Ça peut paraître incohérent, mais finalement, moi, j'ai plus l'esprit de synthèse, donc je pense que c'est en fait très cohérent et qu'il y a des lignes de force qui se dégagent, je pense, dans les parcours de chacun. Je dis ça sans prétention, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai voulu m'installer ailleurs qu'à Paris. J'ai pensé à l'international. Et ma femme m'a dit, regarde, si tu veux, l'international. Et j'ai raté quelques opportunités. On s'est dit, quitte à pas être à Paris, pourquoi pas aller ailleurs? Mon beau-père habitait à Marseille. On avait quelques amis qui habitaient à Marseille aussi. On s'est dit, tiens, c'est possible aujourd'hui. Avant le Covid, on était hyper clairvoyants. On peut vivre loin de là où on travaille. Et ça s'appelle le télétravail. Mais ça s'appelle aussi parfois prendre le TGV. Et voilà, donc du coup, je me suis retrouvé à Marseille. J'avais rencontré le fondateur quelques temps auparavant de The Camp, qui s'appelle Frédéric Chevalier, un entrepreneur qui avait eu beaucoup de succès en créant Aiko, qui est coté en bourse, et qui est là, s'est décédé après avoir lancé le projet The Camp, mais avant d'en avoir vu l'inauguration. Il avait été financé, il était sorti de terre au sens architectural et vraiment le gros œuvre, etc. Donc c'est un campus de 10 000 mètres, enfin, il y a un peu moins de 10 000 mètres carrés, dans la Pinède, à côté d'Aix-en-Provence, pas loin de la gare TGV. Avec grosse connexion avec la nature. Ouais, complètement connecté. C'est important aussi. Et je ne sais pas si tu as eu la chance d'y aller, mais en tout cas, ça vaut le détour, parce que déjà, là, tout le monde connaît la Provence, c'est une marque internationalement connue, donc ça attire les gens, la Provence. Ce qui est aussi fait partie de la thèse, c'est d'avoir, un peu comme la Californie, il faut avoir un endroit où tu as envie de venir en tant qu'entreprise, cadre, entrepreneur, etc. Donc, c'est un petit campus
qui est sur, je crois, 8 à 10 000 hectares, 8 à 10 hectares. Et il y a un peu moins de 10 000 mètres carrés construits avec un hôtel, un restaurant et tout l'aménagement très équipé, très moderne. Corinne Vezzoni, qui est l'architecte, a pensé aussi avec Frédéric Chevalier, le fondateur, l'ancrage dans la nature, dans la pinède, avec beaucoup de transparence. Et donc, le lieu est très inspirant et il regarde un petit peu vers les campus les plus modernes de la Silicon Valley, comme ceux de Google, etc., où c'est des lieux où il est agréable d'être. Et en même temps, le ressourcement auprès de la nature permet de sortir un peu de son quotidien. Et donc, nous, on applique à ça des programmes de formation et des méthodologies qu'on appelle le design thinking, qui permettent de transformer les grands groupes et de les projeter dans le futur. Tu le définis justement comme le lieu par excellence qui permet la création de concepts, d'idées, de projets autour de l'intelligence collective pour inventer un futur plus durable, plus inclusif, plus humain. Donc évidemment, tous ces projets-là sont dans la veine de la transmission qui t'est chère, aussi parce que tu es un papa de 2 garçons que tu as eu donc avec Julie, ton épouse. Il s'agit de Louis, né en 2003, et de Joseph, né en 2006. Quel regard, toi, tu portes sur cette nouvelle génération qui est quand même aussi au carrefour de beaucoup d'enjeux? Pense à l'écologie, à l'économie, des questions sociétales, politiques ou encore religieuses. Quand on est aussi papa de 2 jeunes garçons, j'imagine que tous ces sujets-là comptent aussi pour toi. Ah oui, c'est très très important. D'ailleurs, les enfants, quand ils posent problème, en tout cas chez moi, ça va prendre une part de cerveau, comme on parle de charge mentale parfois pour les mamans, en fait c'est vrai aussi je pense pour les papas. Et puis quand ils posent pas de problème ou quand ça va, c'est énergisant. Donc pour moi, il y a un peu du très négatif au très positif selon les courbes qu'on a dans la croissance des enfants, etc. On a beau dire parfois petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Ben moi, j'espère, je crois être très proche de mes enfants, parfois un peu trop proche, donc du coup, je me moque d'eux, souvent en disant tiens, on va se faire un petit moment de complicité, etc. Et ça les fait sourire, ce qui parfois rend plus difficile la posture d'autorité qui est nécessaire. Parce que j'aime beaucoup aussi les amis de mes enfants, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des groupes d'ados, de discuter avec eux, c'est hyper enrichissant. Et donc, ça m'amuse même d'aller fumer une cigarette avec eux ou de pas être juste dans la posture d'un papa éloigné. Et puis, ça fait partie aussi de la question de la transmission, c'est que je me pose encore maintenant, mais bon, j'ai des réponses à force d'y réfléchir, mais c'est qu'est-ce qu'on doit transmettre à ces enfants? On ne peut pas leur transmettre réellement ce qu'on voudrait qu'ils soient. Il vaut mieux pas d'ailleurs vouloir quelque chose pour eux. En revanche, il faut arriver à leur transmettre un certain cadre. Du coup, ça paraît un peu suranné, mais il y a des valeurs ou des façons de penser qui vont les mettre ensuite dans les bonnes dispositions pour être plutôt des contenants qui vont pouvoir absorber avec de la curiosité, avec du respect, avec aussi de l'humour, le monde qui les entoure. Eh bien tiens, tu tombes bien. Que pense Louis de son papa, ton fils aîné? On l'écoute. Et c'est drôle parce qu'en plus, j'ai fait une biographie là-bas pour la Cato. On me demandait en espagnol de faire une biographie. Et j'ai choisi mon père parce que je suis assez fier de lui, de son parcours. Et je trouve que malgré tout ce qu'il a réussi à faire dans sa vie, les entreprises qu'il a créées, là, à 2050, je trouve qu'il reste super humble, généreux et juste. Je le trouve assez inspirant, je le trouve drôle. Et au début, je me reconnaissais pas dans lui et maintenant, de plus en plus, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Je me souviens, il essayait tout le temps de nous transmettre 3 valeurs. C'était la curiosité, l'humour et la persévérance. Enfin, c'était hyper drôle, il n'arrêtait pas de nous dire, on rigolait de ça avec mon frère, mais c'est vrai que c'est 3 valeurs qu'il représente assez bien et qu'il a essayé de nous transmettre et que j'aime bien. Ouais, c'est drôle parce que c'est émouvant d'entendre son propre fils parler de soi. Merci pour ce moment. Écoute, Louis, on a eu une relation difficile avec dans sa période. Là, il vient d'avoir, il est adulte, jeune adulte, mais dans sa période 15-17 ans, ça a été très conflictuel. Il a affirmé fortement sa personnalité, il y avait des tensions. À un moment donné, on s'est dit, bon, il est peut-être dans un univers trop favorisé parce que j'avais gagné un peu d'argent, on a une belle maison à Marseille, donc c'est trop luxueux. Et on est allé jusqu'à l'envoyer dans une mission humanitaire au Ghana, alors qu'il avait que 16 ans. Il faut imaginer le truc de partir de Marseille, de prendre l'avion seul pour aller à Paris, de se retrouver ensuite à Tombouctou, puis à Accra, et puis à Accra prendre un bus, etc. Il y a des gens dans ma famille qui ont dit là, vous faites un peu de l'excès, quoi, de l'embourgeoisement, aller jusque travailler sur un chantier au Ghana. Et il voulait pas du tout y aller. Ça, c'était compliqué. On avait vu une stratégie pour l'emmener jusqu'à l'avion avec ses copains qui venaient. Et en fait, il est hyper fier de l'avoir fait après. Et puis après, quand il a fait ses dossiers Parcoursup, il mentionne l'expérience d'une mission humanitaire où il est quand même seul, parti seul. Et donc, donc il y avait un peu ces excès. Et nous, au départ, c'était pas pour le punir, mais c'était pour lui dire il faut qu'il voit autre chose parce qu'on peut pas rester
en tension. Et je me rends compte que les enfants les plus difficiles à l'adolescence, c'est quand même parce qu'ils sont dans des constructions de personnalité par opposition, qui affirment des caractères très très forts. Et donc, il faut probablement arriver à libérer ces énergies, enfin pas les brimer, mais ils attendent quand même qu'on leur fixe aussi des limites. Et en fait, ils sont reconnaissants des limites. Et c'est très gentil qu'ils disent des choses aussi sympas sur les valeurs, parce que je l'ai toujours fait avec humour, en disant, justement, je peux pas t'apprendre à être bon à l'école. Après, soit tu rentres dans cet état d'esprit, et puis en plus, l'école, c'est un certain cadre, et c'est pas forcément le meilleur des cadres. Enfin, il y a d'autres façons d'apprendre dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il a parlé de la persévérance, que j'appelle le goût de l'effort, c'est essayer de ne pas abandonner. Donc, du coup, forcément, il y a un effort particulier à faire, ce que j'ai connu, moi, quand je suis arrivé en prépa. Si tu abandonnes à ce moment-là, tu n'as pas la satisfaction de... Et il y a des gens qui zappent un peu trop, et je fais très attention, parce qu'on parle de zapping dans cette génération à cause aussi des réseaux sociaux. Donc, c'est la capacité à avoir du mal à se concentrer. J'irais juste à court terme, lire un livre, ça demande un effort plus important que regarder 2-3 vidéos de suite sur Snapchat. Donc, c'est vrai que... Ça m'a fait un peu penser à... Il faut persévérer, quoi. Voilà. Il faut qu'ils voient leurs parents persévérer, parce qu'on sait que les enfants fonctionnent, enfin, je pense, fonctionnent vraiment par imitation. J'ai pas inventé, mais c'est plus par imitation. C'est le fameux fais ce que je dis, pas ce que je fais. La réalité, c'est qu'en fait, les enfants, ils font ce que tu fais et pas ce que tu dis. Donc, voilà, c'est l'opposé d'un dicton. Ça m'a fait un peu penser à Ginette Mathieu, ta grande tante, qui écrivait des livres de recettes, de cuisine. Des best-sellers. Voilà, notamment La cuisine pour tous. Du coup, c'est un peu ça, toi, ta recette du succès, curiosité, humour et persévérance. Ça te paraît un bon combo. Après, j'ai ajouté à ça aussi la notion de respect, parce que je trouve qu'effectivement, il faut avoir la curiosité et de l'humour, parce que c'est une façon d'accueillir le monde, les autres. Mais après, effectivement, je trouve que le respect est très important. Je crains parfois que le respect se délite assez vite. Je dis pas ça en tant que vieux con qui a des poils gris dans sa barbe. Je trouve que c'est la diversité et l'inclusion viennent du respect. Ça vient de la curiosité, mais également du respect, c'est-à-dire accueillir positivement. Après, j'ai l'impression de dire des choses hyper usées ou galvaudées. Donc, c'est pas juste... quand je parle de respect, c'est-à-dire que c'est avoir un intérêt profond pour l'autre, de vraiment comprendre. Il y a des origines... sociales, psychologiques, etc. Et puis après, c'est une sorte d'accélérateur. Le respect, c'est un accélérateur de la curiosité. C'est-à-dire que c'est pas juste le vernis de la curiosité, c'est effectivement aller un peu plus loin. Et je pense qu'en respectant les autres, du coup, on gagne leur respect. C'est très réciproque. On arrive quasiment au terme de cet entretien, parce que tu as évidemment un emploi du temps riche, et du coup, voilà, il faut aussi avancer. Alors quand même, du coup, comme on a entendu mon fils Louis, je voulais citer Joseph aussi, parce qu'il va sûrement écouter ce podcast, et j'ai vraiment 2 garçons formidables. J'aurais adoré avoir une fille, mais bon, c'est un peu tard, maintenant le temps a passé, et on choisit pas, mais c'est 2 garçons qui sont assez incroyables, très complémentaires, qui ont des caractères très très forts. Et Louis, il a eu sa crise d'adolescent, et là, il est en train de devenir un adulte vraiment hallucinant, rayonnant, charismatique, intelligent. Enfin, c'est assez étonnant. Donc, on retrouve une complicité alors qu'il est en coloc maintenant, étudiant à Paris. Il parlait de la Cato, mais c'est l'Institut catholique de Paris, rue d'Assas, où il fait une licence de Sciences Po, Sciences Éco, etc. J'y étais passé. Et du coup, il s'ouvre au monde. Donc, on parle maintenant des élections politiques, il regarde les enjeux. Donc, j'ai des conversations d'adulte à adulte hyper sympas. Et Joseph, qui est 3 ans plus jeune, il a une volonté de faire. Il est parti en internat en Angleterre. Alors, c'était pas à Accra, en Ghana, mais il est parti dans un internat un peu comme Harry Potter, quoi, dans un internat en plein confinement. Donc, on a dû un peu le rapatrier parce que le confinement et le Covid ont dramatisé un peu la chose. Mais il a passé 6 mois, et c'est lui qui a décidé. À 14 ans, il a dit, moi, je veux partir en Angleterre, devenir bilingue. Plus tard, j'habiterai à New York. Moi, je me rappelais qu'à 14 ans, je savais surtout pas ce que je voulais faire. Donc, on a tout fait pour que ce soit possible qu'il parte, parce que c'était sa demande. Et donc, voilà, j'ai des enfants géniaux. Vous le saviez. Exactement. D'ailleurs, on va en profiter. On va écouter Louis à nouveau, qui avait une petite question à te poser. Salut papa. Tu nous surprends toujours avec tes idées et tes nouveaux projets. Toi qui veux toujours nous étonner et qui pense au futur. Donc, je voulais savoir justement où tu te vois dans 10 ans et qu'est-ce que tu serais en train de faire dans 10 ans. Waouh. Et bien, donc, Louis, là, j'aurais dû te demander de me poser une question facile et que tu me la dises avant, comme ça j'aurais pu la préparer. On ne triche pas dans nos enfants. Non, c'est sans filtre. Écoute, c'est marrant on pose souvent la question en tant que parent à son enfant, ou les profs aux élèves, et là, la réciproque, où est-ce que je me vois ? En fait, à partir du moment où je me suis engagé dans cette aventure de 2050, qui est un fonds d'investissement, et 2050, c'est bien la projection dans le futur, dans les 30 ans à venir. Ça va passer par 2030, 2040, 2050.
Moi, je me projette assez bien dans la participation à la construction de ce monde. Et dans les 10 années à venir, c'est une participation modeste mais essentielle qui est celle du financement. C'est-à-dire que nous, on veut dessiner un futur plus fertile, plus positif. Ce qu'on a commencé à faire avec The Camp sans le financement, mais à travers des outils de formation, de transformation et de formation. Et je me suis toujours dit qu'il manquait la brique de financement. Et c'est, pour répondre à Louis, c'est ça que je vois, c'est de dire on va pouvoir orienter et flécher l'argent vers des projets qui vont être profitables, mais qui vont aussi participer de manière active. Un peu comme on sème des grains, des euros, et pour que ce monde soit plus fertile, plus productif, plus évolutif et plus inclusif. Et je pense que c'est aussi un véritable avenir business, parce que c'est aujourd'hui les jeunes comme Louis qui arrivent sur le marché du travail, comme ils se posent ces questions de sens, d'écologie, d'environnement, de social, et ben ça crée un marché à part entière. Donc sans cynisme, on peut réconcilier des mondes, le monde un peu de l'impact qui était au départ réservé aux ONG, et le monde du business et des startups, et d'en faire plus qu'un. Ce qu'on appelle l'économie positive. Exactement. Alors, la dernière question, qui est un petit peu la question signature d'Allons enfants. Qu'aurais-tu envie de dire au jeune Olivier, celui qui avait justement une dizaine d'années, qui gambadait dans sa campagne iséroise, qui était notamment chez les pompiers de Saint-Égrève. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui ? Écoute, c'est une question qui oblige à me replonger dans mon passé. Alors, tout dépend à quel Olivier je m'adresse. Est-ce que c'est celui qui a 8 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Parce que, en fait, on oublie un peu qui on était, je trouve, quand on se replonge. Et je me rends compte au fil de ce podcast, de ton émission. On se rappelle plus très bien qui on était. Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle plus très bien. J'ai pas l'impression que c'était la même personne. Donc, une forme d'aliénation, comme ça, d'altérité qui se crée, comme si c'était des gens différents à des moments différents. Je pense qu'on change profondément. Moi, j'aurais vraiment envie de dire à cet Olivier... Ouais, n'abandonne pas en fait certains trucs. C'est-à-dire que tu fais tes compromis. J'en ai parlé quand on parlait de la boxe ou de tous les compromis qu'on peut faire moraux. Moi, par exemple, j'aime bien l'écriture. C'est pour ça que je m'étais lancé dans un scénario. J'ai aussi eu la chance de publier un essai qui s'appelle La gauche a mal à son entreprise chez Plomb. En 2013. Et c'était trop documenté. Je peux pas te piéger. Et j'aimerais bien continuer aussi par ces moments de réflexion ou d'écriture. Et je me dis, surtout, Olivier, pense-y, quand tu étais gamin. N'abandonne pas ça, parce que j'ai toujours un peu eu cette schizophrénie de dire il faudrait que j'ai envie de gagner de l'argent, de réussir et de me construire aussi en étant à la hauteur, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais en même temps, j'ai pas envie, et je me dis trop souvent que je renonce à certaines choses, et je pense qu'il faut le mettre et planter cette graine, là, c'est Inception, d'arriver à se dire qu'on peut avoir plusieurs vies et qu'il faut pas renoncer à une vie pour en avoir une autre. Ouais, c'est évidemment hyper adolescent et ma femme, Julie, elle me dit toujours, mais non, mais arrête maintenant, il faut que tu apprennes à renoncer. Tu vas pas monter l'Himalaya ou tu vas pas être astronaute, donc c'est fini les rêves de gamin. Et j'ai envie de lui dire, maintenant, oui, mais moi, j'ai quand même envie de continuer. Alors, je dois en abandonner certains parce que sinon, c'est insupportable pour elle de vivre avec moi, une forme d'insatisfaction, mais j'aime bien l'idée de jamais renoncer. Eh ben, un grand merci, Olivier. Juste pour conclure, c'était notamment une demande de tes fils. Est-ce que tu peux juste nous faire une petite daddy mort pour finir ? La daddy mort, il se moque bien de moi, il se fout de ma gueule, comme il dirait. C'est qu'effectivement, je sais pas finir les blagues. Donc, daddy mort, ça veut dire que tu fais une blague et puis derrière, t'en rajoutes un petit peu. Non, la plus courte, c'est la meilleure. Donc, c'est daddy mort. C'est un petit peu trop, un petit peu plus. Et donc, là, je vois qu'ils se mettent un petit sourire en coin et ils me donnent des leçons d'humour. Un grand merci, Olivier. Et évidemment, écoutez le podcast 40 nuances de Next, qui est ton podcast, que tu coproduis également. Ça aussi, c'est sympa à écouter, donc je vous le conseille. Merci vivement. beaucoup. Avec Thomas Benzazon, on reçoit les start-upers les plus successful de notre univers des France Digital, qui sont le Next 40. Voilà. Merci, Olivier. Et n'oubliez pas, allons enfants, le jour d'entreprendre est peut-être aussi arrivé. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.